à la liberté de conscience. Alors, avec nous pour en parler, en ce dimanche matin, je vous présente Galina Elbaz. Vous êtes avocate, vice-présidente de la LICRA. Avec nous également Monsieur Tarek Oubrou. Vous êtes théologien et grand imam de Bordeaux. Et je vous présente enfin Jean-Pierre Sakoun. Vous êtes président d'Unité laïque. Alors nous co-présentons ce débat avec Agathe André de l'association Dessiner, Créer, Liberté, et tu nous en dis quelques mots. Quelques mots, oui, merci Laure. Oui, donc moi je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Dessiner, Créer, Liberté, qui est née après les attentats de Charlie Hebdo. Et donc nous sommes une association d'éducation aux médias, au dessin de presse et à la citoyenneté. Et on explique, nous, quand on va dans les classes, la liberté de conscience avec ce dessin-là. Donc évidemment, il y a plusieurs étapes, on les explique. En gros, on a les 4 grands monothéismes, le catholicisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'islam, et là vous le voyez peut-être pas, mais sur le t-shirt de cette jeune femme habillée en t-shirt classique, il y a écrit athée. Elle porte un enfant. Tous les deux portent un gros crayon symbole de la liberté d'expression. Et au-dessus, il est écrit « Nous sommes tous Charlie ». Alors, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais ce dessin, il a le mérite d'expliquer que, quelles que soient nos croyances, nous sommes tous égaux, qu'on est tous différents, mais qu'on est égaux devant la loi, qu'on est des citoyens avant d'être des croyants. Il permet aussi de discuter de « Nous sommes tous Charlie », ce slogan qui a pu faire polémique. Effectivement, est-ce qu'il veut dire « Nous sommes Charlie Hebdo » ou est-ce qu'il veut dire « Nous soutenons la liberté d'expression, nous sommes solidaires des victimes, on a le droit de ne pas être Charlie », mais c'est toujours intéressant d'interroger les notions. Voilà, donc ça c'est l'idéal expliqué aux enfants par les enfants. On va peut-être maintenant discuter du réel, de la réalité avec les adultes. Alors peut-être, qu'est-ce que c'est comment vous définiriez la liberté de conscience? C'est vous qui commencez. Que ça marche, oui. Merci de me laisser inaugurer cette table ronde. Alors déjà, le thème, la liberté de conscience, j'étais agréablement surprise que vous ayez choisi ce vocable-là, et je pense qu'il est très opportun, parce qu'on a tendance à centraliser depuis 20-30 ans dans le débat les questions autour de la liberté de religion, la liberté d'expression. La liberté de conscience, elle est beaucoup plus vaste. C'est la liberté d'avoir effectivement des convictions propres, des principes, des valeurs, une religion, et de ne pas en avoir une aussi. Donc c'est une liberté qui est beaucoup plus vaste que ce que la jeunesse, parce que je vois que votre association est destinée à la jeunesse, et puis avant de venir à cette table ronde, j'ai discuté avec ma propre fille, qui passe le bac demain, et pour elle, la liberté de conscience, la liberté de religion, c'était la liberté de religion. Donc les jeunes de moins de 20 ans aujourd'hui, ils ont l'impression que la liberté de conscience, elle se limite à la possibilité d'avoir une religion. Alors que historiquement, et puis légalement, parce que la liberté de conscience, ceci étant, ce n'est pas inscrit dans la loi. Je ne ferai pas un débat juridique aujourd'hui, mais je vous rappellerai quelques grands principes et concepts. C'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est-à-dire que elle est inscrite dans des grands textes constitutionnels, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 10. Elle n'est pas inscrite stricto sensu, mais elle est découverte dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je vous la lis rapidement. L'article 10 prévoit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions ». Donc, en 1789, on parle d'abord d'opinions, même religieuses, donc même religieuses. Elles sont inscrites, mais on est déjà aux prémices des thématiques et de la laïcité, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc, cette liberté de conscience, elle s'inscrit dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis après, elle va être reprise par l'article premier de notre Constitution, qui rappelle que la France est une république qui respecte toutes les croyances. Toutes les croyances, c'est le fait d'avoir une religion, de ne pas en avoir une. Alors, j'y reviendrai, mais c'est important. Et le deuxième paramètre, et je pense qu'on va en discuter dans cette table ronde parce que c'est important, la liberté de conscience, comme toutes les libertés, ce n'est pas une liberté inconditionnelle.
Et toute liberté implique que ma liberté ne doit pas nuire à celle d'autrui et qu'elle a comme limite, évidemment, la limite des droits d'autrui et particulièrement la question de respecter les droits d'autrui, la dignité d'autrui et surtout l'ordre public aussi. Donc dans l'expression d'une liberté, dans la protection d'une liberté de conscience, il y a la nécessité aussi de protéger la société des excès que peut aussi générer l'expression de ma liberté. Voilà. Monsieur Tarek Oubrou, peut-être votre définition également de la liberté de conscience et éventuellement une réaction par rapport à la manière dont l'a présenté Galina Elbaz. J'ajouterais la dimension individuelle de l'expression de la liberté de conscience. Il ne s'agit pas d'une liberté collective, il s'agit de la liberté individuelle. C'est l'individu qui est renvoyé à sa propre conscience, parce qu'elle vise à libérer l'individu de la tyrannie du groupe, justement, parce que le citoyen d'abord, en tant qu'être autonome, et qui doit exprimer bien sûr sa liberté dans le cadre du droit en vigueur, qui dit liberté, dit responsabilité, parce que la liberté des individus engage la collectivité. On n'est pas des électrons célibataires, nous sommes liés par des lois atomiques, comme des particules d'ailleurs. Nous sommes libres, mais en même temps, nous sommes gérés par des lois que nous fabriquons nous-mêmes, l'autonomie, dans la fabrique des lois qui vont nous concerner. Donc, c'est une auto-limitation de la liberté, mais consentie. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même, des individus qui votent, qui sont représentés par les législateurs, donc une forme de liberté par procuration d'une certaine manière, parce qu'il faut gérer le pluralisme convictionnel. Il a été dit, oui, la laïcité, c'est permettre l'expression pluriconvictionnelle à une seule condition, ne pas troubler l'ordre établi objectivement par la loi. Donc il y a, qui dit liberté, dit limite, comme il a été souligné. Alors du coup, j'ai une petite question. À quel moment la liberté de conscience des uns déborde la liberté de conscience des autres ? Alors, on peut donner la parole à Jean-Pierre Sacco pour avoir également la définition et peut-être aussi rappeler en quoi est-ce que la liberté de conscience est intimement liée aussi au concept de laïcité. Bonjour, merci de me passer la parole. Bon, la liberté de conscience, je crois qu'il faut commencer par lui donner une définition interne avant de lui donner une définition externe par ce qui l'entoure. Et je crois qu'on peut dire que la liberté de conscience, c'est la liberté laissée à chaque individu d'être reconnu dans son intégrité, dans sa singularité, par toutes les institutions, toutes, que ce soit les institutions religieuses, les institutions politiques, les institutions sociales, et respecté par tous ses concitoyens. Et donc, cette reconnaissance et ce respect mutuel sont en fait essentiels à chacun pour se construire. C'est-à-dire, si on veut se construire dans la liberté, ça passe par ces conditions et ces contraintes. Et évidemment, ce qui émerge de cette définition, c'est la notion qui est totalement connexe à celle de liberté de conscience et qu'on va retrouver dans les lois françaises, en particulier dans la loi de séparation de 1905, c'est la notion d'émancipation. C'est-à-dire que tout ça est destiné à permettre à l'individu de s'émanciper. Et là où je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Tarek Oubrou, c'est qu'il y a effectivement une dimension, évidemment, on vient de le voir, individuelle, mais il y a aussi une dimension collective. Parce que ce qui fait la différence du système républicain avec le système démocratique tourne autour justement de cette question de l'émancipation. Nous, Français, nous sommes construits sur une idée qui est que l'émancipation s'obtient collectivement. Ce n'est pas les droits de chaque individu limités par les droits des autres individus, mais c'est la construction d'un projet commun, et ce projet commun, c'est bien l'émancipation de chacun par une république. Et là, je reprends la première phrase de l'article 1er de notre Constitution, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc, il y a ce projet collectif dans le cadre de la liberté de conscience telle qu'elle est déterminée en France. Et je voudrais rappeler que la liberté de conscience, c'est un beau concept philosophique, mais que c'est une réalité. C'est une réalité pour laquelle des gens combattent dans le monde entier, meurent dans le monde entier. Regardons les femmes iraniennes, rappelons Charlie, rappelons Samuel Paty.
La liberté de conscience, c'est quelque chose pour laquelle les gens pensent que ça mérite qu'elle peut mériter qu'on meure pour elle. Parce que sans elle, on n'a aucune chance d'être libre globalement. Donc la liberté de conscience, c'est la liberté, je dirais, fondamentale. Celle qui engendre l'émancipation, celle qui engendre la liberté d'expression, celle qui engendre finalement toutes les autres libertés. Alors j'y reviendrai peut-être, si vous voulez, un peu plus tard, mais la liberté de conscience, elle a une histoire et elle a une mécanique qui lui permet de fonctionner, en particulier dans notre pays. Alors du coup, je reviens, désolé de vous avoir mis de côté, mon cher Jean-Pierre. À quel moment la liberté de conscience des uns déborde sur la liberté de conscience des autres? Avocate. Oui, je me sens acculée à répondre. Alors oui, à quel moment elle déborde? Alors, effectivement, soit j'ai une approche juridico-rigide, et je vais démarrer par celle-ci, elle déborde sur la liberté d'autrui, en tout cas en France, parce que j'ai été très sensible aux propos internationalistes de Jean-Pierre Sakoun, parce qu'effectivement, notre liberté de conscience ici, elle subit des secousses, mais c'est incomparable avec ce que vivent certains citoyens en Iran, en Afghanistan ou dans d'autres pays en ce moment. Donc aujourd'hui, dans notre cadre à nous, français, la liberté de conscience déborde sur la liberté d'autrui quand on a des atteintes. Je représente une association antiraciste, alors je vais y aller, je vais mettre les pieds dans le plat. Quand ma liberté de conscience, l'expression qui peut s'exprimer par des propos, je porte atteinte aux droits moraux d'autrui, outrepasse les limites de l'acceptable, provoque à la haine raciale, provoque à la discrimination, provoque à la haine, il y a effectivement une limite qui est posée, l'exception d'ordre public, c'est-à-dire que, ça a été rappelé, c'est une liberté individuelle, c'est un outil d'émancipation, la reconnaissance de la liberté de conscience, mais jamais inconditionnelle. Et ma liberté n'est pas sans limite, il n'y a pas de méta-liberté en France. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va être impactés, les associations antiracistes, dans le cadre de discours de haine. Et la liberté de conscience, qui peut inclure, je l'ai dit, la liberté de conscience religieuse, le discours religieux n'est pas aveugle au discours de haine. Il peut y avoir des discours religieux qui sont porteurs de haine. Je pense à des discours qu'il peut y avoir... Nous, on a eu des affaires qui peuvent toucher des prêches, par exemple, qui peuvent avoir des contenus d'incitation à la haine. Et effectivement, la liberté de conscience aussi, en revanche, des détenteurs de cette liberté, elle peut être impactée négativement aussi par le phénomène discriminatoire. Parce qu'en fait, il y a deux angles. Il y a ma liberté qui peut porter atteinte à autrui si j'outrepasse et que je porte atteinte et que j'ai un discours de haine. Et puis ma liberté, elle peut être aussi entravée si je ne suis pas intégrée dans ce champ universaliste, dans ce champ républicain, parce que ma conviction, qu'elle soit politique, religieuse, idéologique, philosophique, m'empêche d'accéder à des biens, à des services, à une éducation. Alors je pense, parce que nous on a été amenés à intervenir notamment sur la question, parce que je pense toujours vivre ensemble, république, mélange intelligent des différentes composantes de la liberté, des différentes composantes de notre société. On est intervenu sur la question des menus de substitution dans les écoles, par exemple, où effectivement, on sait très bien que l'enjeu de l'éducation pour les enfants, cet enjeu émancipateur de cette école qui va émanciper, qui va permettre aussi de donner ce panel de libéral, justement, auquel on est très attaché en tant que Français, eh bien... il peut y avoir effectivement des cas où l'école de la République, en écartant certains enfants, notamment du bénéfice d'un repas, va
sous couvert, et je l'entends aussi, on a une unité laïque ici, alors je parle sous votre contrôle, Jean-Pierre Sacoun, sous couvert effectivement de cette laïcité qui est importante, parce qu'effectivement l'école est laïque, l'école publique de la République est laïque, mais la laïcité, et c'est le juge administratif qui va le rappeler, hein, elle n'est pas violée quand on produit et on accepte de fournir un repas à tous les enfants qui permettent de respecter les convictions, par exemple religieuses, pour pas écarter des enfants de l'école. Donc voilà, je tiens à ce double niveau de l'analyse. Il y a du propos qui peut dégénérer au nom de la liberté de religion ou de conscience. On va l'aborder parce qu'il va falloir l'aborder, les discours séparatistes, les discours qui peuvent porter en soi de la haine. Nous, on a été impactés en tant que l'ICRA par des discours qui ont eu, dans le cadre des enceintes religieuses, des propos antisémites, des propos homophobes ou des propos qui portent atteinte à l'égalité femmes-hommes. Mais à la fois, nous sommes attachés aussi, pour l'association que je représente, à la protection aussi de l'égalité républicaine dans la conscience de ces différences dans les différentes strates de la liberté, de la possibilité de manifester sa liberté d'expression religieuse. Alors, il y a différentes conception, on peut y revenir hein, dans l'emploi, etc., où cette liberté de conscience, elle peut être limitée à tort ou à raison, et sous couvert, parfois indirectement, d'un processus discriminatoire pour écarter des croyants de droits auxquels ils peuvent accéder, hein, un emploi ou une évolution dans la société. Et tout ça doit faire l'objet d'une réflexion fine et nuancée, parce que sinon on tombe dans des caricatures qui ne sont pas acceptables. Monsieur Aubrou, vous avez un commentaire? Est-ce que pour vous, quel moment la liberté de conscience empiète sur celle des autres? C'est un sujet très, très complexe, parce que la liberté elle-même est un concept très, très complexe à définir. Qu'est-ce que c'est que la liberté dans l'absolu? Bien sûr, si on prive l'individu de sa liberté, on le prive de son humanité. L'ontologie de l'être humain, c'est d'être capable de décider, de choisir pour lui-même. Mais dans une collectivité, il y a une dimension individuelle, comme ça a été souligné, mais il y a une dimension collective de cette expression de la liberté, parce que la liberté individuelle engage la famille, engage la société, engage la cité, etc., etc. Donc il y a un interdéterminisme, c'est-à-dire ma liberté, elle entre en connexion avec la liberté d'autrui. Et à cet égard-là, comment gérer ces libertés? Il y a deux niveaux. Il y a le niveau juridique, quantifiable et rationnel, et il y a le niveau éthique, l'éthique de l'altérité. Comment apprendre à vivre avec l'autre qui n'est pas forcément d'accord avec soi-même. Et ça, c'est l'affaire de l'éducation. Hein. Ça passe par l'école, comment vivre avec l'autre qui est différent. Donc gérer le pluralisme convictionnel dès le bas âge. L'éducation des parents, l'éducation de l'école, la société, les mass-médias. Il faut gérer le pluralisme convictionnel par le langage. S'il n'y a pas le langage, il y aura la violence. Et donc, je pense qu'il faut préparer la gestion de la liberté d'abord par le langage, le dialogue, la rencontre, l'éthique de l'altérité, banaliser la différence pour mieux la gérer. Parce que quand on étouffe les convictions, c'est comme une soupape. S'il n'y a pas d'expression par le langage, il n'y a pas une domestication de la violence par le langage, eh bien, on dit la nature a horreur du vide. Et donc, c'est pourquoi on trouve beaucoup de violence chez des gens qui n'ont pas un certain niveau lexical, culturel, etc. Parce que la culture adoucit, d'une certaine manière, le caractère. Donc, il y a un niveau juridique, hein, ce qu'on appelle la violence légitime, qui est le propre de l'État. La prison, la violence légitime est le propre de l'État. Mais on ne peut pas gérer cette question de la liberté de conscience uniquement par des coups de loi. Il faut aller à un niveau plus civilisationnel, plus culturel, plus scolaire pour pouvoir permettre à nos enfants de grandir dans un monde où il y a des différences. On est dans des sociétés-mondes. Aujourd'hui, la France n'est pas isolée du monde. Aujourd'hui, avec l'Internet, il y a d'autres formes de violence également, la violence numérique. Eh bien, la violence circule également dans les autoroutes de l'Internet. Donc, on n'est pas dans un système isolé. Et donc, on est dans le monde. Comment gérer ce pluralisme mondial qui
fait éruption dans notre société française. Nous sommes dans une humanité fractale. Le tout est dans la partie. Le monde est dans la société est dans le quartier il est dans la maison, par les objets technologiques. Comment gérer, comment préparer nos enfants à lire les informations? Parce que le premier pouvoir, à mon sens, qui structure notre société aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'information. La manipulation, parce que cette liberté, elle doit être lucide, cultivée. Aujourd'hui, il faut préserver nos enfants des manipulations par les informations, que ce soit des informations d'ordre religieux, d'ordre idéologique, etc. Donc, comment cultiver chez nos enfants la liberté qui exige un niveau de lucidité et de discernement? Donc, c'est une affaire juridique, éthique et intellectuelle également. Jean-Pierre Sakoun, cette question également, à quel moment la liberté de conscience empiète sur celle des autres? Et j'ajouterais cette question, cette observation. Aujourd'hui, on a l'impression parfois que la religion est vue comme une identité inhérente, intrinsèque à la personne, une identité comme une autre, comme la couleur de peau, l'orientation sexuelle, etc. Et donc, il y a parfois une volonté d'imposer ses propres injonctions religieuses à l'ensemble d'une société. Est-ce que vous constatez ça également, et comment répondre à cette évolution? Je crois qu'il faut commencer, il y a eu beaucoup de notions qui ont été évoquées. Il faut faire un peu de définition, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Or, donc, j'ai essayé de donner une définition de la liberté de conscience qui n'en a pas dans la loi française. En revanche, la liberté de conscience est un terme qui fait irruption d'une manière éclatante à l'article 1er de la loi de 1905. Qui est un des piliers de la République, qui est une loi fondamentale, qui serait constitutionnelle si la Troisième République avait eu une constitution. La Troisième République n'en avait pas, donc la loi de 1905 n'a pas été intégrée à la Constitution. Mais c'est une loi de valeur constitutionnelle, c'est d'ailleurs, elle est reconnue comme telle par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État dans ses décisions. Donc l'article 1er de la loi de 1905, la première phrase de l'article 1er de la loi de 1905, c'est « La République assure la liberté de conscience ». Et les législateurs du début du XXe siècle savaient bien le français, beaucoup mieux que les législateurs du début du XXIe. Et cette phrase est suivie d'un point et d'une deuxième phrase qui dit « Elle garantit le libre exercice du culte sous réserve du respect de l'ordre public ». Et donc, on a deux phrases. La seconde n'existe que parce que la première existe, c'est-à-dire que la République est bonne fille en garantissant le libre exercice du culte à la condition fondamentale que la liberté de conscience soit assurée. Et elle assure alors qu'elle garantit. Garantit, c'est passif. Assure, c'est actif. C'est le rôle de la République de permettre à chacun d'avoir sa liberté de conscience. Donc la République, elle a une implication forte, elle a une implication fondamentale dans cette idée de liberté de conscience. Et elle est République à cause de ça, sinon elle serait démocratie. S'il n'y avait pas ce projet commun, qui est celui de l'émancipation par la liberté de conscience, elle ne serait pas une république, elle serait une démocratie. C'est ce projet politique commun d'une morale commune, fondée sur l'idéal d'émancipation, qui fait de nous une république. Qui fait que, comme le disait Régis Debray dans un écrit il y a 30 ans, qui n'a rien perdu de sa fraîcheur, qu'en France, on n'a pas un maire noir ou un sénateur mormon. En France, on a des représentants du peuple. Et donc, pour reprendre ce que disait Galina en particulier, par exemple, sur l'exemple des menus scolaires, oui, mais ce que vous entendez aussi dans les phrases que je vous ai dites de cet article 1er de la loi 1905, c'est que le mot religion, il n'y est pas. Et si vous prenez l'ensemble des textes législatifs français, des textes constitutionnels français, le mot religion n'apparaît jamais. Même dans l'article 1er de la Constitution, on parle de croyance et pas de religion. Pourquoi ? Parce que nos ancêtres républicains ont eu une idée géniale. S'ils veulent pouvoir laisser chacun libre de sa conscience, y compris de sa foi s'il en a envie, ils doivent être aveugles à la religion. La religion, c'est un dogme, c'est un choix personnel de foi.
La République n'a pas à dire « cette foi-là est valide, cette foi-là est invalide ». Elle n'a à s'occuper que des manifestations matérielles et positives de la foi, le culte. Le culte, c'est dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues, voire dans les processions, voire dans les calvaires au coin des chemins de campagne. Mais le culte, au moins, ça se voit. Donc la République intervient sur le culte pour le garantir dans les limites de la police du culte. Et croyez-moi, la police du culte, si elle était appliquée, ça ferait réfléchir beaucoup d'extrémistes religieux. Le problème, c'est qu'on ne l'applique plus. Donc, si vous voulez, la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est central dans la construction de notre pays. Et je vais citer un philosophe qui n'est pas obligatoirement ma tasse de thé, qui est Paul Ricoeur, qui disait « Chaque peuple a droit à la continuité de son histoire. » Nous avons construit ce qu'ont fait tous les pays européens et on va dire occidentaux, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la séparation du politique et du religieux, en allant jusqu'au bout du processus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État, comme en Angleterre, il n'y a pas d'impôts payés par les croyants et prélevés par l'État pour soutenir leur culte, comme en Allemagne. Il y a une pure et absolue séparation. Nous sommes allés jusqu'au bout, et parce que nous sommes allés jusqu'au bout, ce qui est le cœur de notre idéal, c'est ça, c'est la liberté de conscience. Alors, donc, par exemple, dans les écoles, ça signifie que, eh bien, on ne parle pas de menu de substitution, simplement on laisse le choix aux élèves. La meilleure solution, c'est bien entendu la transformation de tous les restaurants scolaires en self, ce qui leur permet d'avoir dans chacune des catégories d'aliments des aliments qui leur permettent de respecter l'équilibre de leur nourriture sans avoir à heurter leurs propres convictions. Mais en revanche, quand dans certaines banlieues, les élèves se réunissent par table religieuse et excluent ceux qui ne sont pas de leur religion de la table à laquelle ils sont, ça, on l'interdit. Ça, on l'interdit parce que c'est justement la négation de la liberté de conscience, c'est le surgissement du dogme face à la liberté de conscience. Or, la liberté de conscience, elle est adogmatique. Et je voudrais aussi revenir sur 2 points. Le premier point, c'est qu'on a beaucoup parlé, depuis le début de cette table ronde, de la liberté de conscience et de la laïcité qui la sous-tend, puisque elle est l'un des 2 piliers de la laïcité avec la séparation. La séparation et laïcité de conscience égale laïcité. Eh bien, on a sans arrêt parlé de cette liberté de conscience comme un droit de croire et de ne pas croire. Non, il y a une dimension de relation à la religion dans la liberté de conscience qui est ce droit de croire et de ne pas croire. Mais il y a aussi une dimension éthique étrangère à la question de la foi. Par exemple, le fait pour un médecin de décider qu'il ne veut pas pratiquer un avortement. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est peut-être pour des raisons religieuses, mais pas toujours. Et ça fait aussi partie de la liberté de conscience. Donc il faut faire attention à ne pas ramener la liberté de conscience au droit de croire et de ne pas croire. Parce que dans le droit de croire et de ne pas croire, ce qu'on entend, c'est croire. Et donc, ce qui émerge quand on parle de la liberté de conscience ou de la laïcité comme étant un droit de croire et de ne pas croire, c'est la notion de liberté religieuse. Or, la liberté religieuse n'existe pas dans le corpus juridique français, elle existe dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle existe dans la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est un vrai problème pour la France, parce que la liberté religieuse n'a rien d'une liberté indépendante. D'abord, ce n'est pas une liberté, c'est la liberté de conscience, et le fait d'être croyant ou pas fait partie de la liberté de conscience. Et deuxièmement, la notion de liberté religieuse nous mène tout droit à cette expression terrible du vivre ensemble. Le vivre ensemble est une expression qui signifie exactement l'inverse de ce qu'on entend. Elle signifie vivre en communauté séparée en essayant de faire que ces communautés ne s'entretuent pas. Ça, c'est le vivre ensemble. Nous, en France, on a inventé une expression qui date de la Révolution française qui s'appelle la fraternité universelle. Notre vision de la liberté de conscience, c'est la fraternité universelle. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime tous. Ça veut dire qu'avant de se reconnaître comme différents et susceptibles de vivre ensemble en évitant de s'entretuer,
on va faire l'effort intellectuel et éthique de se reconnaître d'abord comme semblable. Et à partir de là, on va pouvoir être dans un universalisme sensible qui ne consiste pas à interdire et à interdire aux autres, surtout pas leur foi ou leur conviction, mais qui consiste simplement à rappeler à chacun que dans notre société qui a pour objectif l'émancipation, l'essentiel c'est d'abord de se reconnaître comme semblable. Effectivement, c'est au-delà de la question religieuse totalement. On oublie en plus souvent ceux qui n'en ont pas. C'est aussi la liberté d'en changer de religion. Pour autant, il y a quelque chose qui nous résonne beaucoup quand on va en classe ou même en prison d'ailleurs. C'est la question de qu'est-ce que c'est respecter un croyant et en parallèle, qu'est-ce que c'est de respecter un athée. Donc là vient se poser différentes définitions en général. Et je me tourne vers vous. Qu'est-ce que c'est respecter un croyant pour vous ? Je pense que ma présence ici est très signifiante dans la mesure aujourd'hui que ces questions-là ont été suscitées par l'éruption d'une religion, d'un fait, que je dirais fait musulman, qui concentre beaucoup de réalités. C'est ça le fond du problème. L'islam est venu reposer des choses qu'on a cru résolues une fois pour toutes. Parce qu'aujourd'hui, le monde a brutalement changé. Le rapport à la religion, ce n'était pas la même chose comme auparavant. Donc il y a une forme de désécularisation sauvage qu'on constate. Il y a un accès à la religion sans médiation savante, une foi qui n'est pas éclairée. Et la foi, c'est comme le coup de foudre. Généralement, le coup passe, le coup passe et la foudre reste. Ou bien plutôt, la foudre passe et le coup reste. La foi, c'est un sentiment. Parfois, c'est une identité. Parfois, beaucoup de croyants sont assignés à être croyants. C'est devenu un fait sociologique. Et là, on n'est plus dans la religion. Voilà. Donc, c'est ça le vrai problème. Pour moi, en tant que théoricien de l'islam en général et de l'islam en Occident en particulier, il y a cette difficulté de séparer ce qui est de l'ordre de la civilisation et ce qui est de l'ordre d'une spiritualité qui est capable de s'adapter à son contexte, ce que j'appelle la théologie de l'acculturation. C'est-à-dire au-delà du droit, et il faut emprunter les codes de la société pour pouvoir justement vivre dans les mêmes codes, parce que chaque société a ses... Il ne faut pas les emprunter, il faut les adopter. D'abord, déjà, une première étape, parce que je suis dans la pédagogie, c'est pas facile de changer brutalement, c'est tout un travail d'accompagnement des gens. Sur cet exemple, peut-être, des menus halal, c'est toujours intéressant d'avoir des exemples. Non, emprunté dans le sens de la théorisation, parce que là, je suis dans un processus théologique, ce qu'on appelle théologie, c'est-à-dire une réforme complètement de la lecture de la religion ici et maintenant. Donc, il y a un côté intellectuel qui doit être effectué chez les musulmans pour pouvoir justement emprunter intellectuellement avant de faire tout un travail de changement de comportement. Effectivement, aujourd'hui, l'islam est asphyxié par la logique de l'identité contre la société. On mélange le social, on mélange l'ethnique, alors que l'islam, c'est une religion du livre et pas d'un peuple, ni d'une église, etc. Donc, il y a un régime théologique particulier. Le problème, c'est l'ignorance également. Je pense que la liberté de conscience suppose une culture, un minimum de culture. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Qu'est-ce que c'est qu'une foi? Qu'est-ce que c'est que le droit? Le droit canon musulman, est-ce qu'il est supérieur au droit français? Tout ça, ça fait obstacle justement à la visibilité de la religion dans l'espace public. Ce qui pose problème, ce n'est pas ce qu'il y a dans la tête des gens. La République ne cherche pas les consciences profondes des gens. Ce n'est pas une église inquisitrice. On n'examine pas, on n'éprouve pas les gens. Est-ce que leur Dieu est supérieur ou inférieur? Ce n'est pas l'affaire de la République. Ce qui intéresse la République, c'est l'expression des convictions dans l'espace public. Est-ce qu'il est en harmonie avec le droit? Et moi, j'ajoute, est-ce qu'il est en harmonie avec l'histoire et la culture de notre pays? C'est ça, c'est ce que j'appelle, moi, pas uniquement une adaptation juridique de l'islam, en respectant les lois, mais il faut aller jusqu'à un niveau, je dirais, de changement de mentalité et d'acculturation. Donc effectivement, le problème aujourd'hui qui est posé par
le fait musulman, où il y a l'identitaire, où il y a l'ethnique, où il y a le politique, où il y a l'idéologique. C'est vraiment, c'est une tchèque-choka, comme on dit. C'est une salade qui n'est même pas niçoise. C'est vraiment, c'est un mélange où il est musulman, mais c'est pas pourquoi il est musulman. Il a subi l'identité musulmane, donc il doit la justifier tout le temps. Voilà. Dans la visibilité, je mange pas le porc, donc je suis musulman. Donc c'est par la pratique qu'on se définit. En réalité, l'islam, c'est une foi. Voilà. Donc il y a un problème de pédagogie, d'enseignement auquel nous sommes confrontés en tout cas en tant qu'imam, en tant que théologien. Changer les mentalités, bien sûr, c'est notre responsabilité, mais c'est l'affaire de toute la société. C'est l'école également qui doit donner les éléments pour permettre à nos enfants d'avoir un esprit critique par rapport au texte, par rapport de manière intellectuelle. Parce que le fait musulman dépasse la religion en tant que telle. C'est un fait. Il y a l'intrication géopolitique, la Turquie, le Maroc, l'Algérie, donc des considérations économiques et politiques, ethniques et identitaires. Donc, quand on dit l'islam en France, c'est une présence complexe. Donc, il faut faire le discernement entre la croyance musulmane, la foi musulmane et l'identité des musulmans. Voilà, l'islam, c'est pas l'arabité, c'est pas la maghrébinité, c'est une foi. Et donc, voilà, je me permets de vous relancer, puisque vous posiez vous-même la question, est-ce que le droit canon d'une religion est au-dessus des lois de la République? Dans certains sondages, on voit que certains croyants musulmans considèrent que c'est le cas. Comment vous répondez? Quand on pose une question de ce genre à des jeunes dont l'identité est vulnérable, déjà ils ont un problème avec les institutions, avec l'autorité, avec la société, etc. Pour eux, c'est presque une violence, une provocation déjà. Leur poser cette question-là, c'est déjà poser une mauvaise question pour. Et puis, qu'est-ce qu'il sait, le jeune, de la charia et des lois de la République? Il ne connaît ni les lois de la religion, ni les lois de la République. Donc, vous posez une question à des gens qui ne sont pas des spécialistes. Il faut poser la question. On ne pose pas la question, est-ce que l'Église catholique est compatible avec la République, un catholique normal? On pose ces questions aux théologiens, aux prêtres, parce que c'est eux qui ont qui parlent au nom de la religion. Maintenant, bien sûr, le fait musulman, il est tel quel. Ils ont ce sentiment que leur religion est supérieure. Donc, eux, ils sont supérieurs au reste. Donc, à défaut de réussir, à défaut d'être supérieurs psychologiquement, ils ont trouvé dans l'islam un bouclier identitariste de protection. Et donc, effectivement, on est dans la psychologie sociale, on est dans l'identité, on n'est plus dans la théologie spéculative, savante, on est dans autre chose. Jean-Pierre Sakoun, vous vouliez réagir? Oui, je voulais, là encore, je suis toujours très sensible aux mots. Dans la définition que j'ai tenté de donner de la liberté de conscience, j'ai utilisé le mot singularité, je l'ai utilisé volontairement, et pas individu, même si on parle d'un individu singulier. La singularité, c'est le fait pour chacun de savoir très profondément qu'il est unique. C'est-à-dire qu'il est construit par une série d'identités, par une série d'identifications, parce qu'il peut vouloir s'identifier à des choses sans même que ce soit son identité d'origine, qui le constitue comme un être unique, dans toute son histoire, dans toute son extension dans la société. Le problème fondamental si j'ose dire, de l'approche fondamentaliste de la religion, particulièrement sensible dans l'islam depuis quelques décennies en France, alors que ce n'était pas le cas précédemment, c'est le fait de vouloir essentialiser une des identités, qui est celle de musulman, pour en faire la définition d'un individu. Les musulmans, non, il y a des citoyens français de confession musulmane qui, par ailleurs, sont des ouvriers, des cadres, des chômeurs, des pères de famille ou des mères de famille, etc., etc. Ils sont aussi singuliers que le sont tous les autres citoyens de la République. Et c'est à condition que les institutions musulmanes de France fassent passer cette notion de singularité avant celle d'Oumma que nous aurons une chance de construire avec nos concitoyens de confession musulmane une république dans laquelle la liberté de conscience et donc l'émancipation des individus a sa chance. Or, je crois qu'aujourd'hui, ce travail, même lorsqu'on parle
aux théologiens les plus avancés, ne se fait pas parce qu'eux-mêmes partent du principe que avant toute chose, ce sont des musulmans. Non, ce sont des citoyens français qui ont toute une histoire dans laquelle l'islam, parce qu'ils vivent en France, n'est pas l'alpha et l'oméga de la construction sociale. Il faut aussi que les autorités, les responsables du culte musulman fassent passer cette idée. Et un deuxième point, l'école. Évidemment, l'école de la République est fondamentale, parce que tout ce que j'ai décrit, tout ce qui s'est construit à partir de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle pour donner cette notion de liberté de conscience, de laïcité, ces notions de laïcité, de république, de liberté de conscience, n'est pas entre guillemets naturel. Ce qui est naturel, c'était les paroles de Monsieur Le Pen. Je préfère mon frère à mon cousin à mon voisin à un Français à un étranger. Ça, c'est le sens de la plus grande pente. Ça, c'est facile. Ça ne pose pas de questions. Seulement pour démonter ça, il faut 3 heures. Mais c'est pas naturel, donc ça s'apprend. De la même façon que le fait d'avoir guillotiné le roi, donc d'avoir mis fin à la représentation du souverain, et d'avoir dit à tous les citoyens, vous êtes chacun porteur d'une parcelle de souveraineté, ça s'apprend. Et le lieu où ça s'apprend, c'est l'école de la République. C'est pour ça que la question de l'effondrement de l'école, en France, est une question qui va très au-delà de cette même question dans le reste des pays occidentaux. C'est une question qui met en cause les fondements de notre vie en commun. Galina Elbaz, on va vous passer la parole, mais je crois que Tarek Oubrou, vous vouliez réagir. Vous vouliez réagir et on donnera la parole à Je voudrais réagir plutôt pour confirmer la notion de la singularité, qui est une notion pour moi très chère, parce que l'être humain, génétiquement, socialement, psychologiquement, il est singulier. On n'est pas des clones, donc il faut cultiver la diversité. D'ailleurs, le Coran fait l'éloge de la diversité. Si Dieu avait voulu, dit le Coran, il aurait fait de vous une seule communauté. Donc la diversité, c'est un donné divin et naturel en même temps. Il ne s'agit pas que tous les gens se ressemblent. Donc déjà, dans ce qu'on appelle la Oumma musulmane, il y a plusieurs identités. D'ailleurs, le terrorisme a tué plus de musulmans que de non-musulmans. La violence a commencé déjà dans le monde musulman. Donc effectivement, un musulman marocain n'a rien à voir avec un musulman indonésien, de par l'identité culturelle, éthique, etc., etc. Également, il y a plusieurs théologies, plusieurs droits musulmans, etc. Donc il y a déjà, dans ce qu'on appelle la Oumma spirituelle, pas la Oumma politique, parce que l'islam est une religion qui est devenue un système politique sous l'effet de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas notre code. Le salafisme veut reproduire l'histoire de l'islam et pas l'esprit de l'islam, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, l'esprit, il circule, il fait le lien entre les gens, il ne divise pas. C'est le diable qui divise. Dieu, il cherche à unir les gens. Et Dieu, il a créé l'homme à son image unique. Donc la singularité, c'est quelque chose qui m'est très cher théologiquement parlant, et j'en fais toujours la promotion. Le musulman n'est pas réductible à son islamité. Et les hommes et les femmes, et les parents et les travailleurs, un musulman de classe moyenne, c'est pas comme un musulman voilà, il y a autant de musulmans d'islam que de musulmans de par les identités différentes. Donc il faut cultiver cette diversité. Et notre République ne reconnaît que le citoyen. Nous avons opté pour un modèle rousseauiste universaliste qui ne conserve du citoyen que son côté abstrait. Donc le citoyen n'est pas laïque. Il peut être croyant, incroyant, croyant, pratiquant, pas pratiquant. La laïcité incombe à la République. Mais le citoyen, lui, la société n'est pas laïque. Il est sécularisé, mais n'est pas laïque. Moi, je fais la différence entre sécularisation et laïcité, puisque la laïcité, c'est un concept de philosophie politique qui est spécifique au modèle républicain. Là, on va entrer un petit peu dans la philosophie politique, ce n'est pas le débat ici.
parce que je travaille également sur la sécularisation en général et comment l'islam il peut se séculariser également de l'intérieur. Donc je travaille sur la sécularisation, c'est-à-dire la séparation des ordres entre la logique de la civilisation, la logique de la culture et la logique d'une religion, d'une spiritualité. On a besoin de faire un peu de l'ordre dans ce qu'on appelle l'islam. Effectivement, la singularité me parle beaucoup et la République ne reconnaît que les citoyens, que l'individu. Il ne reconnaît pas les communautés, les ethnies, etc. Et donc, effectivement, les musulmans, en tout cas, ils doivent s'intégrer dans ce paradigme républicain. D'abord, l'individu, le musulman, c'est d'abord un citoyen. Voilà, c'est d'abord un citoyen. Et le problème, c'est que beaucoup de musulmans souffrent du fait qu'on les renvoie toujours à leur islamité. Ils veulent vivre dans l'indifférence. Parfois, vous avez un nom, vous êtes identifié. Voilà, et il y a des jeunes qui se revendiquent en tant que musulmans, mais il y a également l'effet inverse, c'est que la société ne cesse de renvoyer le musulman à sa religion. Il y a des études qui ont été faites. Il y a le dernier livre qui est paru, il s'appelle « L'assignation à être musulman ». Parfois, la société assigne le musulman à être musulman. Il y a beaucoup de musulmans qui se sont découverts musulmans sous l'effet du regard de la société. Et il y a des deux côtés cette assignation. Il y a ceux qui s'auto-déclarent en tant que musulmans et uniquement des musulmans, mais l'effet politico-médiatique fait que Mohammed, Khadija, etc., la première visibilité qu'on a d'eux, généralement, j'exagère un petit peu, c'est qu'il est musulman. Et donc, à partir du nom et de la couleur, on adopte un comportement qui le renvoie à son islamité. Parfois, il y a des musulmans qui ont, des citoyens qui ont un nom arabe et qui sont athées. Et on les considère quand même comme... Moi j'ai rencontré beaucoup de cas comme ça. Il me dit, je suis athée, mais monsieur le maire, etc., m'a considéré comme un musulman, alors que je n'ai de l'islam que le nom. Donc effectivement, il y a ce problème-là également qui fait qu'on renvoie toujours le musulman à son islamité. Alors là, j'ai un mot à dire justement d'un point de vue antiraciste. Je ne suis pas d'accord avec ce propos qu'on assigne constamment les citoyens musulmans en France à leur musulmanité. J'ai l'impression au contraire que depuis 30 ans, dans le combat antiraciste, il y a eu un glissement. Avant, on parlait des Beurs, des Arabes, du racisme anti-maghrébin. Aujourd'hui, nous sommes constamment, depuis 15-20 ans, amenés sur la pente du racisme anti-musulman. Ce qui nous pose beaucoup de problèmes, parce qu'en réalité, on rentre dans des débats. Je suis là aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'est pas sûr qu'on aurait invité une représentante d'associations antiracistes pour parler de religion, de laïcité, de liberté de conscience. Parce qu'en réalité, il y a une porosité aujourd'hui sous le coup de boutoir et la pression d'une forme de militantisme communautaire qui vient. Alors, je n'aime pas stigmatiser, c'est pas moi qui le ferai, mais qui vient effectivement de mouvements militants issus de l'islam radical. Alors on parle d'islam aujourd'hui plus que d'une autre religion, tout simplement, et on va écarter de la problématique rapidement. C'est parce que effectivement, on a 4 millions de personnes en France qui se revendiquent du culte musulman, donc c'est beaucoup, donc on en parle, et que effectivement, moi, de mon point de vue antiraciste, ceux qui viennent nous voir pour me dire je souffre de racisme, je souffre de racisme anti-musulman, sont principalement des citoyens de confession musulmane, ou pour la LICRAD, des citoyens confession juive. Puis après, on va avoir des problèmes de racisme sur la couleur de peau. Donc voilà, c'est les deux religions qui sont impactées. Donc je parle de ces deux religions-là quand je situe mon propos. Donc sur les perceptions, je crois qu'on a eu un glissement. Il faut l'entendre aussi. Moi, j'aimerais, au contraire, qu'on ramène le combat républicain, antiraciste, qu'on évince la question de la religion. Je ne dis pas qu'on doit être aveugle à cette question. C'est pour ça que j'ai tenu à parler des repas de substitution. C'était pas un militantisme sur le repas de substitution, et c'est pas un repas de substitution halal. Je vous ai entendu parler de ça. Non.
la République ne subventionne aucun culte, elle ne finance aucun culte, le service public scolaire de fourniture de repas est facultatif, donc il n'y a pas d'obligation pour les collectivités de fournir un repas de substitution, encore moins un repas halal, et même pour les détenus, quand ils sont détenus, je pense à cette jurisprudence sur les détenus, il n'y a pas forcément d'obligation non plus, alors là c'est plus complexe. Mais en réalité, c'est un service facultatif. Si j'ai parlé de ces questions de repas de substitution, c'est parce que je suis très sensible à la question de la jeunesse et à la question de ne pas écarter des enfants d'une continuité scolaire. Après, c'est des débats qu'on peut avoir sur les tables dans les cantines où on va se retrouver en tant que par confession, etc. Le repas de substitution, il est neutre. Après tout, on met du végétarien. Bon, on peut avoir ce débat-là qui est intéressant parce que si on milite pour l'école républicaine, on doit tout faire pour qu'il y ait une continuité scolaire sur le temps de l'école républicaine et qu'elle s'arrête pas le midi et qu'il n'y ait pas des enfants qui rentrent chez eux pour aller. Quand on milite pour l'école publique laïque, on est pour la continuité scolaire. Voilà. Donc il y a des cas sur les menus de substitution où nous on a pris parti, la LICRA a pris parti, elle s'est engagée, mais parce que il y avait des pratiques avérées et qu'on voulait que ces pratiques perdure et que souvent c'était des municipalités d'extrême droite qui d'un jour au lendemain décidaient de retirer le menu de substitution. C'était une façon de retirer certains enfants du milieu scolaire, de les écarter et à mon sens, de les écarter encore plus du champ républicain. Parce qu'en finalement, on leur disait, rentre chez toi le midi. Et en fait, on sabotait la planche de la laïcité qui est que l'école publique laïque, elle est pour tout le monde et qu'elle est continue. On va pas reprocher aux enfants. Et c'est vrai qu'il y a des problématiques dans les familles quand il y a des problématiques de séparatisme. Il y a des petites filles qu'on va pas retrouver à la piscine, qu'on va pas retrouver à certains cours de SVT où il va y avoir des problématiques en champ scolaire. Et puis là, finalement, c'était des municipalités qui prenaient la responsabilité de sortir du champ du midi des enfants. Voilà, donc c'est des débats concrets sur comment on peut articuler cette liberté de conscience sans financer des cultes. On ne fournit pas du repas ni halal ni kasher, mais on fournit une alternative qui permet à tous ces enfants de la République de rester ensemble sur un temps continu. Voilà, c'était la nuance que je voulais apporter. Je pense que c'est important. Peut-être revenons sur la notion de laïcité. On constate aujourd'hui qu'elle est en quelque sorte prise dans un étau entre d'une part une partie de l'extrême gauche qui voudrait peut-être la vider un peu de son contenu pour n'y voir qu'une coexistence pacifique des religions, et de l'autre côté du bord politique, l'extrême droite qui l'instrumentalise de plus en plus pour en faire un outil d'intolérance, et ces deux mouvements finalement se nourrissent l'un l'autre. Comment réagissez-vous à ça ? Je crois que comme je le disais tout à l'heure, la laïcité, c'est la colonne vertébrale de ce peuple et de ce pays et de cette République. Et je suis en désaccord assez profond avec Tariq Oubrous sur l'idée que la société n'est pas laïque. Ça, c'est le point de vue que tentent d'imposer tous les partisans de la laïcité dite adjectivée, ouverte, etc., etc. Les adjectifs, d'ailleurs, n'ayant aucun intérêt, sauf ceux de faire comprendre que ceux qui ne sont pas d'accord sont fermés. C'est pour ça qu'on parle de laïcité ouverte, sinon ça ne veut rien dire. La laïcité, c'est la laïcité. Et donc, on vit dans une société profondément laïque, parce que la laïcité française, c'est 3 éléments. C'est d'abord la laïcité scolaire, c'est de là que ça vient. La première fois que le mot laïcité arrive dans nos lois, c'est avec les lois dites Ferry-Goblet, entre 1879 et 1886, où on dit que l'enseignement est laïque. Ensuite, c'est la séparation, 1905, qui ne peut se produire que parce que, justement, on a eu 25 ans de construction de citoyens républicains et laïques par l'école, et que, contrairement à ce qu'on dit, parce que la République de l'époque a affronté l'Église, parce que les mêmes qui nous parlent de laïcité ouverte ou de société non laïque nous disent que la loi de 1905 est une merveilleuse loi de compromis. Vous parlez d'un compromis, elle s'est faite à l'Assemblée. Tous les députés catholiques qui ont voté la loi de 1905 ont été excommuniés. Donc on a trouvé mieux comme compromis. On a quand même envoyé l'armée pour virer les congrégations et dans les églises. Donc dans le genre compromis et douceur, on a fait mieux. Et donc, on savait que c'était au cœur de la nécessité de rendre notre société libre. Et le troisième élément, c'est
celui dont parlait Tarek Koubou, c'est la sécularisation. Mais cette sécularisation, elle est liée très précisément à la liberté de conscience, c'est-à-dire à la notion d'émancipation. Donc on a laïcité scolaire, séparation, émancipation culturelle et sociale. Ça, c'est la laïcité française. Et effectivement, cette laïcité française aujourd'hui, elle est soumise à 3 bombardements. Celui de l'extrême droite qui, devant la capitulation de la gauche, qui était historiquement la porteuse de la laïcité, a récupéré les mots de la laïcité pour en faire son outil de xénophobie et de racisme. Et ça, pour nous, laïcs, c'est la pire des catastrophes. Parce que non seulement il faut qu'on explique à des élèves qui ne savent plus ce que c'est parce qu'on ne leur dit plus en classe ce qu'est la laïcité, mais en plus, il faut qu'on arrive à l'extraire de la falsification de l'extrême droite. Et cette falsification, pour toute personne qui prend le moindre recul, elle est d'une évidence absolue. Enfin, qui va nous faire croire que la famille Le Pen est laïque ? Ce sont des gens qui, depuis toujours, ont défendu la France blanche, catholique, apostolique et romaine, qui ont toujours voté des lois anti-laïques ou refusé de voter tous les éléments laïques, que ce soit à l'Assemblée ou que ce soit dans l'Union européenne, où ils le font encore plus parce qu'ils pensent qu'ils sont moins visibles. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, ce sont les dogmes, ce sont les religions, qui ne renoncent jamais à être dominantes dans la société et à dominer les sociétés. Alors la plus visible actuellement, parce qu'il y a toute la violence qui va avec et qui est totalement internationale, est celle de l'islam politique, c'est-à-dire de l'islamisme, de la radicalité islamique. Mais l'Église catholique n'a pas plus renoncé. L'Église catholique, depuis le 10 décembre 1905, érode la loi de 1905, sans cesse, dans tous les domaines. Et ils ont des victoires aux États-Unis avec l'IVG. Mais je parle de la France. Je parle de la France. Vous montrez aussi qu'ils ne renoncent pas. Alors, on peut parler évidemment de ce qui se passe dans des pays comme les États-Unis autour de l'IVG, mais même dans notre pays. Enfin, quand on voit que il y a maintenant une conférence annuelle qui se tient avec le président de la République et les cultes, mais où on est ? Et quand on apprend que l'État indique ouvertement qu'il va essayer de contourner la loi de 1905 pour financer l'isolation thermique des presbytères. Voilà où on en est, c'est-à-dire qu'il faut effectivement toujours aller dans le sens de, comme a dit notre président de la République, de la réparation du lien entre l'État et l'Église catholique. Donc, il y a l'islam dont la violence politique s'est traduite par ce qu'on sait en France et hors de France ces dernières décennies. Et d'ailleurs, profitons-en pour faire d'une pierre deux coups. La laïcité n'a rien à voir avec ça, parce que les pays non laïques subissent les mêmes violences. Donc c'est pas parce qu'on est laïque, et on en arrive au troisième élément, qui est effectivement une gauche, particulièrement une extrême gauche, qui a complètement perdu le sens de ce qu'elle était, en particulier le sens de l'émancipation, au profit d'une vision communautarisée de la société, parce que depuis 30 ans, on ne fait plus de politique, on fait du marketing, et que, très cyniquement, on va chercher dans les quartiers ceux dont on pense qu'ils pourront être vos électeurs, et pour ça, on leur sert le discours dont on pense qu'ils ont envie de l'entendre. Et progressivement, on les accoutume à ce discours, en faisant cela. Donc oui, effectivement, la laïcité, elle est coincée entre ça, et elle est coincée aussi par l'extrême centre qui nous sert de gouvernement aujourd'hui, et qui a remplacé toute réflexion politique par une action strictement économiste, pragmatique, et sans lien avec ce qui fait l'histoire d'un pays et ce qui fait l'esprit de ce pays. Vous faites écho à c'est quoi très compliqué. plus précisément? À quoi vous faites écho sur Moi, sur ce point-là, je fais écho très précisément à toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement de Mme Borne ou le précédent, ou sous la présidence de M. Macron et des précédents, que ce soit M. Hollande ou M. Sarkozy, qui vont
toujours dans le sens d'un affaiblissement de la laïcité et donc de la remise sous tutelle des communautés, en particulier ethniques et religieuses, des citoyens qui ne se vivent plus en tant que singuliers partageant la souveraineté nationale, mais en tant que membres d'une communauté qui les représente auprès de l'État et de la République. Oui, c'est intéressant. Peut-être passer aux Ouais, dernières une question. questions. Moi, j'en ai quand même encore une. Ce qu'on comprend avec Jean-Pierre Sakoun, c'est qu'effectivement, donc la laïcité, c'est pas une conviction, ça les autorise toutes. Elle chapeaute effectivement cette liberté de conscience. Et il y a une liberté dont on n'a pas parlé, que j'essaie de vous amener là-dessus au départ, c'est aussi la liberté d'expression. Et ma question, elle était, voilà, cette laïcité, elle permet de faire cohabiter à la fois justement, enfin, comment dirais-je, c'était ça le sens de ma question tout à l'heure sur le respect du croyant et le respect de l'athée. Du coup, comment on fait cohabiter cette liberté de conscience et cette liberté d'expression Galina ou Je commence. ou Tarek. Je voulais revenir sur un petit propos. Allez-y, je vous en prie. Juste un point sur ce qui a été dit, parce que ça m'interpelle, oui, sur l'instrumentalisation de la laïcité et les approches d'extrême gauche ou d'extrême droite, et même dans le champ public, comment nous, on peut réagir à ça. On oublie, et ça a été dit, mais c'est vrai que la liberté de conscience, depuis 30 ans, à peu près, elle est réduite au champ confessionnel. Et il faut marteler là-dessus. On a rappelé les textes, article 1er de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience. C'est pas une petite obligation, c'est une créance des citoyens vis-à-vis de l'État et une obligation de l'État vis-à-vis des citoyens. Mais à partir du moment où on considère et on doit marteler, batailler que évidemment la liberté de conscience ne se réduit pas à la liberté religieuse, et là je crois qu'on on perd la tête depuis une trentaine d'années en France, on perd la tête. On a fait de la liberté religieuse une méta-liberté. Elle n'est pas une méta-liberté. Donc on est tous pris en otage par le joug de cette pseudo-méta-liberté, même nous les antiracistes, hein, on est obligés de débattre de sujets absolument fou. Moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas la compétence pour parler du fond des cultes, ça m'intéresse sur le plan philosophique, évidemment, mais en réalité, il y a une influence dans notre société civile qui prend une place qui est beaucoup trop importante. On en oublie une chose, c'est que dans le combat républicain, on a rappelé les textes, mais l'article 1er de notre Constitution, la France est important à rappeler, est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi. À partir du moment où on postule que c'est pas une méta-liberté, mais j'entends que, très bien d'ailleurs, que la liberté de conscience aboutit, et le principe de notre laïcité, c'est de permettre finalement, avec une laïcité optimale, une vraie laïcité, c'est-à-dire pas celle qui sacralise la liberté religieuse au détriment des autres, c'est la condition sine qua non de l'exercice de toutes les autres libertés. On en oublie l'égalité. Enfin, je pense que on ne peut pas parler liberté de conscience sans égalité, parce qu'on va y revenir sur les questions de la liberté d'expression, et on parlera de l'égalité, de la provocation à la haine, de la discrimination, problématique d'égalité femmes-hommes. Mais c'est vrai que en faisant de la religion une méta-liberté, on se refuse, on s'interdit presque de l'articuler avec les autres libertés qui sont aussi importantes, voire, enfin, après chacun ses débats, hein, liberté, égalité, chacun va, c'est notre triptyque, mais on a les défenseurs de l'égalité qui seraient absolus, qui serait la première liberté, enfin qui serait le premier droit fondamental, et puis après il y a des approches qui peuvent s'articuler, se combattre, se débattre, mais effectivement, moi je suis attachée à la question de la légalité, parce que j'ai tendance à penser que depuis une trentaine d'années, on a mis une liberté au cœur de tout, au détriment de l'égalité. Et d'ailleurs, nos concitoyens musulmans ou d'origine arabo-maghrébine sont les premières victimes de l'oubli de l'égalité. Parce qu'en fait, en mettant au devant de la scène la liberté de conscience en permanence, c'est une mécanique politique, hein, c'est sûr, parce qu'effectivement, une extrême gauche qui a renoncé, qui a fait de la critique des religions un racisme, laïcité un racisme, alors que non. On a renoncé à ce qu'on ne veut pas combattre et qu'on ne peut peut-être pas en capacité de combattre avec une Europe dans laquelle on rentre, et peut-être parce qu'on a fait des jeux de trop de libéralisme sur certains sujets, on renonce à combattre les discriminations qui concernent les citoyens musulmans, français musulmans. Donc, il faut quand même que je dise un point. Zéro condamnation en France depuis 5 ans pour discrimination, alors que les citoyens français musulmans
on va pas se mentir, sont les premiers discriminés dans l'emploi. Ça, oui. Et effectivement, en raison de leur patronyme, en raison parfois de leur religion et des stigmates ou des préjugés qu'on peut avoir en associant leur religion à l'islamisme, au séparatisme, les refus d'emploi. Et ces questions-là, elles sont jamais traitées. Voilà, c'est pas le sujet de la table ronde, mais c'est vrai. Mais quelque part, en embuscade dans la table ronde, il y a ce sujet-là. En centralisant sur la liberté de conscience, on en oublie les véritables problématiques. Et l'égalité, la non-discrimination, on les traite jamais. Voilà, je voulais en parler. Monsieur Auroux. Oui, l'égalité est une notion centrale dans les devises axiologiques de la République. L'égalité des cultes devant la loi, l'égalité des citoyens devant la loi, l'égalité des hommes et des femmes également, c'est un combat qui n'est pas terminé. Les formes des inégalités se développent en fonction de ce capitalisme sauvage qui, plus on donne des droits, on crée des inégalités, et ainsi de suite. Donc, la question de l'égalité, c'est un combat que nous devons mener tous. Ce n'est pas terminé. Également, la question de la laïcité, je partage totalement la crainte de voir la laïcité menacée par un retour sauvage à l'émotionnel, à l'irrationnel, au-delà du retour au religieux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase de postmodernité que je qualifierais d'anti-moderne, parce que la modernité est un excès de rationalité. La postmodernité, pour moi, c'est la technologie dans une main, l'émotion dans l'autre et le recul de la raison. Donc il faut restituer, réhabiliter la raison dans le rapport à l'émotion et à la foi. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, la laïcité, ce n'est pas un combat fini. C'est un équilibre fragile qu'il faut défendre et entretenir. Le retour à la religion, c'est un retour parfois subreptice. Il prend des formes parfois sournoises. Les religions elles ont cette capacité de s'adapter, de se métamorphoser. Contrairement aux idéologies, au système rationnel, les religions, c'est comme un esprit qui circule. Il est capable de s'adapter, il peut retourner de manière violente. La laïcité française, ce n'est pas une catégorie à côté des catégories. On n'est pas en Belgique où la laïcité est représentée par les athées, les agnostiques, les francs-maçons. Non, la laïcité française, c'est la catégorie dans laquelle s'expriment les autres catégories. Ce n'est pas la laïcité à côté du christianisme, de l'islam, etc., comme est le cas en Belgique. Donc effectivement, il ne faut pas que la laïcité devienne dogmatique non plus, parce que le propre de la laïcité, c'est la transcendance. C'est transcender justement la logique des religions et du dogmatisme. C'est ça un peu sa force, et c'est ça également sa faiblesse, parce qu'on risque, en défendant la laïcité, de tomber dans les travers du dogmatisme dont souffrent beaucoup de religions. Donc comment défendre la laïcité sans reproduire les artefacts et les défauts de l'adversaire? C'est ça que je pourrais ajouter à ce combat qui mérite d'être mené pour défendre la laïcité, mais à condition de ne pas reproduire les défauts des adversaires, virtuels ou réels. Jean-Pierre Sakoun, vous vouliez réagir et après, rapidement, on passe la parole à la salle. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce que vous venez de dire. D'abord, la laïcité, elle n'est pas transcendante, elle est immanente. Parce que si elle était transcendante, justement, elle ne serait pas laïque, elle serait divine. Mais ouais, les mots comptent. Disons qu'elle les dépasse. Voilà. Deuxièmement, et pour la même raison, elle est adogmatique. Donc la laïcité ne peut pas par nature être un dogme et ne peut pas être considérée comme une volonté dogmatique sur la société. Par ailleurs, vous aviez dit, il y avait un autre point, bon ça me reviendra, mais c'était dommage, c'était important, mais j'ai oublié. D'autre part, je voulais revenir sur un point. Vous avez parlé d'oumma politique, tout à l'heure, et vous avez cité le salafisme comme étant... Pour moi, le salafisme, c'est pas une oumma politique, c'est une oumma historique, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent revenir
à un fantasme de l'islam au 7e siècle ou au 8e siècle qui n'a plus aucun sens dans la société dans laquelle on vit. Mais il y a une oumma politique, et ça c'est le frérisme, ce sont les frères musulmans. Et les frères musulmans, eux, depuis 1924, depuis Al-Banna, depuis, et a fortiori avec les outrances extrémistes d'Al-Qaradawi, sont des gens qui veulent prendre le pouvoir sur les contrées qu'ils considèrent comme étant des contrées de conquête de l'islam politique. Et je pense fondamental, surtout aujourd'hui, où on commence à voir les dégâts qu'ont produits les frères musulmans, en particulier au niveau de l'Union européenne, dans des sociétés politiques beaucoup moins armées que la société française pour comprendre ce que c'est que la volonté de domination religieuse, parce que d'une certaine manière, ils y sont habitués. Quand on voit ces dégâts, on ne peut pas oublier ce que c'est que le frérisme et la menace qu'il représente dans l'Europe aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a cet aspect politique, justement, parce que l'islam est né avec la logique de l'État. Très tôt, l'islam est né avec cette logique impériale de domination. Le problème aujourd'hui des musulmans, c'est cette confusion entre l'expérience historique et ce qui est théologique et fondamental dans une religion. L'islamisme n'a rien inventé. L'islamisme, c'est un islam médiéval recyclé. La question du califat, l'État musulman, c'est pas une invention de Hassan al-Banna. On enseigne ça dans les facultés théologiques du monde musulman. Le khilafat, c'est le combat entre les sunnites et les chiites, c'est un combat théologico-politique. Donc, dire que l'islamisme, il n'est pas dans l'islam, non, il est au cœur de l'islam. La question, comment réformer l'islam ? Comment sortir d'une théologie médiévale qui était valable au Moyen-Âge, qui n'est plus valable aujourd'hui. Et donc c'est ça le problème, c'est une refondation complète de l'édifice, parce que le Daesh, c'est du chafisme, c'est de l'islam classique qu'on veut établir dans une réalité qui n'a rien à voir avec le contexte du droit canonique du Moyen-Âge. Donc c'est ça le problème. Le salafisme a contaminé tous les musulmans presque. Ils veulent recycler un passé imaginaire et imaginé. Donc effectivement, tant qu'il n'y a pas un travail fondamental qui fait le discernement entre le théologique et le politique, ce que j'appelle une sécularisation pensée à l'intérieur, intrinsèquement. Il faut que les musulmans trouvent à partir de leurs ressources intrinsèques la capacité de séparer la logique de la spiritualité et la logique du politique. Effectivement, Hassan al-Banna, c'est un classique qui veut moderniser l'islam à sa manière, mais le problème pour moi, ce n'est pas dans l'islamisme, c'est dans une théologie médiévale qui n'est pas réformée. C'est ça y compris pour les frères musulmans. Tout. Ça, la femme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la femme du Moyen-Âge. Le droit canon, il parle à une société patriarcale, tribale, qui n'a rien à voir avec la femme d'aujourd'hui et la société d'aujourd'hui. Parce que c'est un droit canonique qui a été formulé dans un État multinational califal. Il n'y avait pas la notion de citoyenneté, il n'y avait pas la notion de la société. Donc le paradigme politique n'était pas le même. Aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir du Moyen-Âge, sous prétexte que le Moyen-Âge, c'est l'âge d'or. Ce qui est remarquable, c'est comment, si on parle de la laïcité, moi je vous conseille de lire un ouvrage qui s'appelle « La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen-Âge », 5 volumes, de Georges Lagarde. C'est un ouvrage épuisé, on ne le trouve pas. Et dans ce moment d'inflexion laïque, 11e, 12e siècle, on parlait d'Averroès et d'Avicenne qui ont introduit la philosophie arabo-musulmane dans la scolastique catholique. Et donc, la laïcité aujourd'hui dont nous bénéficions, les musulmans ne sont pas étrangers à la fabrique de cette laïcité. Donc, il faut que nos enfants apprennent, en tout cas les enfants musulmans, il faut qu'ils apprennent que la laïcité dont nous bénéficions, leurs ancêtres, ils ont contribué d'une certaine manière. Donc il faut pas réécrire, mais parler d'une histoire, parce que la laïcité française, ce n'est pas une génération spontanée. Il y a la scolastique catholique, il y a la pensée arabo-musulmane, il y a la philosophie grecque, et c'est un cumul, c'est un héritage que tout le monde doit s'approprier. Et tant que les musulmans n'ont pas compris qu'ils sont en train de bénéficier de quelque chose d'universel,
auxquelles ont contribué toutes les civilisations, ils ne vont pas s'approprier c'est ça la dimension intellectuelle et éthique, justement, pour permettre à nos enfants d'avoir une sagesse, une intelligence pour pouvoir exprimer leur liberté de conscience en connaissance de cause. Mais ça, c'est votre travail. Oui, voilà. C'est votre travail. Mais du coup, c'est pas évident. Peut-être que la question sera posée, comment fait-on? Mais on va passer le micro au public. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bonjour, merci pour ce débat. Je constate avec grand regret que c'est toujours la religion qui occupe l'espace sur la liberté de conscience. C'est quelque chose qui finalement, c'est conjoncturel dans l'histoire de l'humanité. Hein. On nous ramène à nos 50 ou 100 dernières années sur un sujet qui est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus important. Et j'aurais aimé qu'il y ait une approche sur la liberté d'ignorance. Parce que tout le monde considère qu'il est assez Coluche qui disait qu'on a suffisamment d'intelligence, mais comme c'est avec ça qu'on juge, forcément il y a un biais, enfin je ne sais plus comment il a dit. On l'a vu là avec les antivax par exemple. Aujourd'hui cette question de peut-on être libre d'être ignorant? Bon, évidemment je ne suis pas antivax, mais peut-on être libre d'être ignorant? Ça c'est une vraie question pour moi. Et puis l'objection de conscience, ça a commencé aussi dans les années 70 avec la question du refus du service militaire. On est aujourd'hui... pas être terroriste, mais pas aux portes de la guerre par rapport à ce qui nous concerne. Donc il y a des vrais choix de société. Et je considère, et moi je suis content qu'il y ait un représentant d'un culte, content qu'il y ait quelqu'un qui est un expert de la laïcité, mais on ne peut pas préempter le sujet de la conscience uniquement à la religion. Alors voilà, j'aurais aimé entendre un imam sur ces questions-là. La liberté d'ignorance, la liberté de l'objection de conscience militaire qui nous concerne tous aujourd'hui. Et pas juste un sujet pour BFM. Merci. C'est pas très gentil pour nous, ça. Je pense pas qu'on ait été des représentants de BFM sur cette scène. Je pense que c'est un peu brutal et que c'est pas très fair-play. Pour ce qui concerne l'objection de conscience, elle fait effectivement partie des éléments que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État considèrent comme faisant partie de la liberté de conscience. Et j'ai dit et répété à plusieurs reprises, probablement en répétant ce que j'ai dû dire sur BFM, sur lequel je suis jamais allé, que la liberté de conscience avait effectivement une dimension en relation avec la religion, mais une dimension qui n'a rien à voir avec la religion, qui est une dimension éthique. Et c'est fondamental, sinon on est ramené, comme je l'ai dit, mais peut-être que vous n'étiez pas là, vous n'écoutiez pas, au droit de croire et de ne pas croire. Si on est toujours ramené à ça. Or, c'est bien autre chose qui se joue. Quant à la liberté d'ignorance, eh bien, je pense qu'il n'y a pas de liberté d'ignorance, je le dis. C'est-à-dire que la liberté d'ignorance, c'est la liberté de ne pas vouloir avoir sa liberté de conscience. C'est la liberté de ne pas vouloir s'inscrire dans la construction de l'esprit critique, dans la construction de la distance critique qui permet la construction du citoyen, et donc la liberté de se donner et de se vouer à toutes les opinions, quelles qu'elles soient, et au grand égout à ciel ouvert que sont les réseaux sociaux. Vous parliez des antivax, on est en plein dans la question. Donc oui, liberté d'ignorance dans la mesure où on a le droit d'ignorer un dogme qui ne nous concerne pas. C'est-à-dire que moi, je suis totalement opposé à l'enseignement du fait religieux dans l'école de la République, parce que ça n'y a pas sa place. En revanche, que le fait culturel religieux soit présent en lettres, en philosophie, en histoire, en instruction civique et morale, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on doit renseigner cette question-là, pas sous la forme d'un enseignement du fait religieux. Parce que ça n'y a pas sa place. Donc cette ignorance du dogme, oui, on y a droit. En revanche, l'ignorance de la science, l'ignorance de la démarche scientifique et l'ignorance de l'esprit critique, si vous avez cette liberté-là, vous n'êtes plus un citoyen. Si vous revendiquez cette liberté-là et que vous l'appliquez, vous n'êtes plus un citoyen. À un moment, il faut choisir. Une autre question? Une réaction? Dire la liberté d'être ignorant, c'est antinomique. Parce que, à la différence de l'animal, lui, son code, c'est sa nature.
Il ne fait pas des décisions, il ne choisit pas, il ne pense pas. La liberté, c'est toujours prendre des décisions et des choix à partir des éléments que vous avez. Donc vous avez besoin de connaissances. Plus vous avez de la connaissance, plus vous avez un degré de liberté assez large. Le problème aujourd'hui chez nos jeunes, c'est que leur liberté est restreinte en fonction des informations qu'ils ont. Donc je pense qu'il faut faire l'éloge du savoir. Je pense que c'est le propre de l'être humain, c'est d'être perfectible, de connaître toujours, d'apprendre toujours, d'avancer toujours. L'ignorance, c'est le fanatisme. Ça peut produire de la violence également. Je pense qu'on ne peut pas accepter le fait de choisir d'être ignorant. C'est choisir d'être animal, d'une certaine manière. Ne pas comprendre, ne pas savoir à quoi ça sert un cerveau, la culture, le savoir. Donc on doit fermer les écoles, on doit fermer la culture, etc. et de rester dans l'ignorance. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par la liberté d'être ignorant. Ignorer quoi? Déjà pour ignorer, il faut savoir. Il faut savoir donc qu'est-ce qu'on va ignorer. Donc c'est un peu un oxymore. Juste un mot là-dessus. Quand vous postulez la liberté d'être ignorant, c'est oublier que nous sommes des êtres de responsabilité et c'est postuler l'irresponsabilité, c'est pas possible. Enfin, on est dans une société d'être responsable et il n'y a pas de liberté de l'ignorance. J'en vaux pour preuve que sur les sujets que je traite, sur les délits racistes, on ne peut pas venir dans une enceinte judiciaire et arguer du fait qu'on est antisémite. On est antisémite sans le savoir, raciste sans le savoir, qu'il y a des préjugés qu'on porte sans le savoir. Effectivement, on est tous porteurs de préjugés, mais c'est pas acceptable. Voilà, notre rapport à la responsabilité vis-à-vis d'autrui, il est important parce que postuler l'irresponsabilité, c'est toujours le chemin que je pousse à son paroxysme vers le crime contre l'humanité. Souvent, l'irresponsabilité, c'est grave. Donc, on est des êtres de responsabilité. Alors, j'entends que vous trouviez qu'on n'est pas peut-être assez élevé le débat au-delà de BFM, mais venir dire qu'il y a une liberté d'ignorance, je crois que vous vous trompez lourdement. Voilà. J'ajoute que, et je serais d'accord pour une fois avec Tariq Oubrou, que la postmodernité que vous défendez manifestement à travers cette remarque, c'est effectivement celle de la technologie et de l'émotion. La modernité, c'est-à-dire celle qui a construit le sujet autonome, rationnel et politique, ce sur quoi s'est fondée notre émancipation, c'est celle du savoir. Et quand même, la maxime la plus absolue dans ce domaine, c'est celle qui clôt le XVIIIe siècle, c'est celle de Kant en 1801, Aude sapere, ose savoir. C'est comme ça que tu deviens un être humain émancipé. C'est pas en osant être ignorant. J'ajouterai pour Kant, malgré son envergure philosophique, avec sa critique de la raison pure, il a dit je n'ai pas eu toujours le courage de dire ce que je pense, mais je ne dirai jamais ce que je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il a été conscient de la limite de l'expression de la conscience. Lui qui est un des fondateurs de la pensée des Lumières. Donc, quelle que soit cette liberté de conscience, on est conscient quand même qu'il y a une limite à ne pas ce que j'appelle l'autocensure. Alain Gross, un neuroscientifique, dirait « Je m'inhibe, donc je pense », c'est-à-dire l'inhibition créatrice. Et ça, c'est une autre dimension un petit peu de l'expression ou pas. Quand est-ce que je m'exprime? Parce que le silence également, c'est une forme de liberté, une liberté responsable. Donc il faut réconcilier entre liberté et responsabilité. Et tous les philosophes sont conscients des limites de cette formule liberté de conscience. Un neuroscientifique réductionniste, il vous dirait qu'il n'y a pas de liberté de conscience. Si on considère que la conscience est liée au cerveau, il y a des déterminations génétiques et biologiques. Bien sûr, le cerveau il est plastique parce qu'il change en fonction de l'éducation. Il y a une dimension sociale
du fonctionnement du cerveau, mais il y a toujours une détermination. On est libre parce qu'on a reçu un enseignement, parce qu'on a reçu une éducation. On est libre dans une épistémé, c'est-à-dire une manière d'agir et de penser. Donc il faut être conscient que toutes les notions ne sont pas absolues, mais sont circonstanciées et sont relatives. Nous sommes condamnés à être des êtres inachevés et relatifs. Assumons cette condition et évoluons vers le bon sens. D'autres questions? Oui, alors merci pour le débat. Je regrette aussi fondamentalement la dérive du débat autour de la bipolarité entre la laïcité et une religion. Le titre de cette conférence était tout autre et personnellement, moi je regrette qu'on ait encore glissé vers cette discussion sémantique. Mais soit, le débat était très, très intéressant et je voulais vous poser une question. Moi, j'aime dire à chaque fois, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que la pluralité de mes libertés définit mon identité. La pluralité des lois définit ma citoyenneté. Or, en vous entendant, M. Sakoun et M. Brou, je sens qu'il y a un fossé entre vous deux, dans le sens où vous définissez la laïcité comme le caractère absolu des règles qui définissent l'expression de notre citoyenneté. M. Brou, tout à l'heure, a dit quelque chose de très juste, je pense, c'est la porosité de notre société, qui est alimentée par différents courants éthiques, sociologiques, philosophiques, etc. Et en fait, il n'y a pas le lien entre les deux. C'est-à-dire que l'expression de la laïcité définit les règles de notre expression citoyenne, mais il y a aussi une définition citoyenne identitaire, qu'on le veuille ou pas, qui s'exprime dans le champ social et qui n'est pas définie, et dont on n'arrive pas à contenir l'expression, que ce soit par de la pédagogie, et vous avez parlé, M. Bourreau, de la pédagogie, c'est-à-dire comment éduquer, comment faire comprendre, vous avez parlé d'émancipation, alors ça serait intéressant que vous me définissiez ce que c'est l'émancipation, mais aussi l'émancipation de conscience, mais aussi l'émancipation dans la connaissance. Or, aujourd'hui, en tant que citoyen, ce que je constate, et je suis de confession musulmane, mais je me considère comme citoyen avant tout, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je constate qu'il y a un fossé dans le rôle de l'État, qui n'est pas son rôle d'ailleurs, c'est d'organiser la connaissance, la pédagogie et le contrôle de ce que nous devons, là où nous devons arriver en termes de compréhension de ce que l'identité, de ce que c'est la foi, de ce que c'est la liberté de conscience, mais aussi de ce que c'est de la citoyenneté, et tout ça mettre dans une cocotte minute, parce que notre société est une cocotte minute, j'allais dire organique, qui vit, qui bouge, qui interagit entre elles, etc., et qui n'a pas ce caractère uniquement absolu en disant la laïcité est une imposition qui est belle, mais qui ne trouve pas son expression, sa pratique, la pratique de la laïcité dans le champ sociétal. Voilà. Je vais répondre très rapidement parce que d'abord je vous remercie d'avoir évité BFM Télé. Deuxièmement, le mot qui me gêne, c'est organique. Le mot qui me gêne, c'est organique parce que c'est un mot qui fait une comparaison sous une forme clandestine avec le fonctionnement d'un être vivant. Or, ce genre de comparaisons biologiques sont assez dangereuses en termes d'analyse de la société. Ce que vous dites est absolument juste, mais je crois que les forces qui travaillent la société sont d'une part, vous avez raison, des forces liées au fait que les êtres humains ne peuvent pas vivre autrement que dans des communautés. Il est évident que nous ne sommes pas des individus isolés, des électrons, des êtres qui, avant le contrat social, comme disait Rousseau, erraient dans une sorte d'espace et se cognaient de temps en temps en se croisant. On est une société organisée par des lois, organisée par une histoire, organisée par une tradition, mais aussi organisée par des communautés. La question n'est pas de refuser l'existence des communautés, la question n'est pas de considérer que la raison est une raison dictatoriale, mais se souvenir que les philosophes du XVIIIe parlaient de raison sensible, et c'est bien à la suite de Rousseau de cela qu'il parlait. Et
la laïcité n'est pas un dogme et n'est pas une volonté absolue. C'est marrant parce que j'avais cette petite citation qui nous ramène à la liberté de conscience, justement, qui est d'Henri Peña-Ruiz il y a 20 ans. Henri Peña-Ruiz disait « La liberté de conscience est fondée sur l'autonomie », puisque vous demandiez une définition, la liberté de l'émancipation, elle est là. La liberté de conscience est fondée sur l'autonomie de jugement grâce à l'école de la République, la seule école vraiment libre, car elle s'ouvre gratuitement à tous les enfants du peuple et n'a d'autre souci que de libérer les consciences humaines grâce à une culture universelle. Mon objectif en tant que président d'une association qui s'appelle Unité laïque, c'est ça. C'est en aucun cas d'imposer à quiconque voudrait vivre selon sa foi ou vivre selon une autre règle, à condition qu'elle ne soit pas en contravention avec la loi et l'ordre public, de le faire. C'est en aucun cas un dogme ou une dictature. Bonjour, merci. Merci également pour ce débat. Et moi aussi, je suis étonné par la tournure qu'a pris ce débat sur liberté de conscience. En voyant justement ce titre, je m'attendais à autre chose et non pas à un débat politique sur, on va dire, sur alors, la liberté, j'ai pris des notes, on va dire la liberté dans la structure de la République et la conscience qui est définie par la croyance. Donc en gros, je me dis, la thématique, c'était plus quelle est la place de la croyance dans la République. C'est ce que j'ai compris par rapport à liberté de conscience, puisque j'avais une autre définition justement en séparant liberté et conscience. La conscience, c'est un état mental subjectif de comment on arrive à se percevoir. Pour moi, pour ma part, par rapport justement à ma façon de définir ce mot-là, je peux très bien comprendre liberté de conscience dans la République et par rapport au droit, etc. Mais c'est cette liberté d'être et d'exister en tant qu'être individu et unique. Et en fait, pour moi, ce que je n'ai pas entendu, c'est vraiment l'individu. On n'a jamais parlé de l'individu. On a toujours parlé donc, des religions, on a parlé de la République, mais l'individu en lui-même, où c'est qu'on le place? Et en fait, c'est la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on fait justement pour développer cette liberté de conscience. On en parlait de pédagogie et dire comment à l'école on peut développer cette liberté de conscience. Peut-être c'est faire en sorte que chacun prenne conscience de qui il est, pour arriver à se positionner dans un groupe, se positionner dans la société et justement après même dans l'humanité où on existe. Donc ça c'était mon point de vue et je voulais juste savoir par rapport à ce que vous pouvez penser sur cette pédagogie, comment amener ça justement à l'école pour développer cette liberté de conscience, sans connotation politique bien entendu. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Jean-Pierre Sacoun. Excusez-moi de reprendre la parole. Je vous rappelle, la première chose que j'ai dite, c'est la définition de la liberté de conscience que j'ai tenté de donner, et je vais me permettre de la relire. La conscience individuelle de chaque individu doit être reconnue dans son intégrité et sa singularité par toutes les institutions religieuses, politiques et sociales et respectée par tous ses concitoyens. Cette reconnaissance et ce respect mutuel sont indispensables aux êtres humains pour qu'ils puissent construire leur vie. Il me semble que c'était dès le départ répondre à la question que vous posez. Maintenant, sur ce qui concerne le lien qui s'est fait au cours de cette table ronde entre liberté de conscience et religion, d'abord, je ne comprends pas ce que vous avez dit quand vous dites que la liberté est de l'ordre du politique et que vous avez eu l'impression qu'on parlait de la conscience uniquement sous l'ordre du religieux. Non, la liberté de conscience, la conscience n'a rien à voir au départ avec la question religieuse. Maintenant, je vais trahir un petit secret. Lorsque l'organisateur de ces journées m'a contacté, il m'a proposé de participer à une table ronde qui s'appelait « Le droit de croire et de ne pas croire ». Et je lui ai dit « n'en est pas question ». Parce que justement, c'est pas ça. C'est pas ça dont on parle. Et au départ, il devait y avoir dans cette table ronde un imam, pas obligatoirement Tariq Oubrou, un imam. Il devait y avoir un représentant de la laïcité, moi, et un rabbin. Et je lui ai dit non, je ne représente pas les athées.
C'est pas ça. C'est pas le droit de croire et de ne pas croire, ou comme le disait Tarek Oubrou, comme en Belgique, le centre d'action laïque en Belgique représente les athées. C'est-à-dire c'est une religion à côté des autres religions. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai tenté de le dire tout au long de mes prises de parole, la question de la liberté de conscience dépasse très largement la question de la religion. Elle va bien au-delà, on en a reparlé à travers les questions qui ont été posées, mais il n'en reste pas moins qu'on vit dans une société dans laquelle, qu'on le veuille ou non, depuis Mohamed Merah en 2012 jusqu'à Samuel Paty il y a 2 ans, l'islam radical s'est imposé comme étant une volonté de soumettre les consciences, liberté de conscience, soumission des consciences, et d'interdire la liberté de conscience et la liberté d'expression. On le voit très bien quand on voit les sondages sur les écoles et quand on voit à quel point désormais les enseignants s'autocensurent, on parlait de censure, et quand on voit désormais à quel point les organes de presse s'autocensurent par rapport à un dogme religieux. Donc, on peut certes parler de philosophie, mais il y a le réel. Et le réel, il nous rattrape d'une manière tellement sanglante, tellement brutale, tellement violente, sans parler de l'Iran, de ce qui s'y passe actuellement, de l'Afghanistan, sans parler des évangélistes, parce que ne les oublions pas aussi dans la manière dont les religions tentent de reprendre pied dans la société, qu'à un moment, il faut aussi se dire qu'il y a des urgences. Et l'urgence de la défense de la liberté de conscience aujourd'hui, c'est pas obligatoirement de se poser la question sous forme philosophique, c'est aussi de répondre au réel. Et le réel, il est brutal. Oui, je pense qu'on peut dire aussi que c'est assumé de la part des organisateurs d'avoir un peu anglais, enfin c'est un terme général, mais qui était dès le départ anglais de par les intervenants et de par aussi ce qu'on nous a parlé pour l'anglais sur ces sujets qui effectivement rejoignent des questions d'actualité un peu cruciales et complexes. Voilà, donc bon, désolé pour certaines frustrations dans le public, mais on peut aussi aborder d'autres aspects de la liberté de conscience là, dans les quelques minutes qui nous restent. J'espère que tout le monde n'a pas été frustré quand même. Oui. Bon, parfait. Alors on va prendre une dernière question parce qu'il est déjà tard, mais voilà, madame, la parole aux femmes. Parce que c'est aussi ça la laïcité, effectivement. Féministe. C'est vrai. Non, mais il y a quelque chose, qui est un principe effectivement d'émancipation, d'égalité. Mais c'est important de le rappeler. Bonjour. Alors moi, je trouve que le débat était très, très, très bien. Ça m'a appris plein de choses et je trouve qu'il était largement au-dessus de certains débats à la télévision. Et moi, pour ma part, j'ai pris conscience de certaines choses dont je ne m'étais pas rendu compte, et notamment peut-être du risque de voir les politiques s'allier, entre guillemets, avec les religions. Parce que moi, je suis pour la République laïque, indivisible et je sais plus. Voilà. Donc du coup, moi, ça m'a fait prendre conscience, en tout cas, d'une chose dont peut-être je m'étais pas du tout rendu compte. Donc j'aurais voulu savoir si effectivement il y a un danger par rapport à ça. Voilà. Peut-être mettre Galina Elbaz, qu'est-ce que vous en pensez? Galina Elbaz. Le danger que les politiques s'allient au pouvoir religieux pour conduire les lois, même en France. Alors moi, je parle pas de l'islam. Oui. Je parle par rapport à la religion catholique. Moi, ça me ferait vraiment peur, effectivement, et ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, il y a peut-être un risque par rapport à ça. Et comme disait votre voisin de gauche, je me disais, mais c'est pas possible. C'est une religion qui a été faite aussi il y a très très longtemps, qui n'est pas du tout adaptée à ce qu'on vit maintenant, et ça peut faire peur, effectivement. Donc je voulais savoir. Dans l'actualité, c'est vrai que sur les débats sur la PMA, le mariage pour tous, en tout cas, ça a déjà été le cas. Ça a pris du temps, entre autres parce qu'il y avait une opposition forte de l'Église catholique. Donc l'actualité nous l'a montré, effectivement.
Oui, alors en France, on n'est pas directement impacté aujourd'hui par des bouleversements législatifs à venir du fait des coups de boutoir de l'Église catholique. Maintenant, effectivement, il y a une vigilance permanente à mener. Moi, j'ai effectivement en tête, comme vous l'avez dit, enfin, avec le recul sur les droits à l'IVG aux États-Unis, c'est une démocratie qu'on ne pensait pas vaciller. Bon, tous les États sont pas revenus sur ce droit, mais bon, hier encore, on avait bon, effectivement, c'était la pilule abortive qui a été annulée dans un État au Kentucky. Et je suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'effectivement ce débat a été préempté, liberté de conscience sur les questions de la religion à tort, c'est qu'effectivement, comme disait Jean-Pierre, on est obligé de vivre avec notre temps, et notre temps, il nous rappelle aujourd'hui, je vais revenir sur la France, mais en fait c'est impacté, notre temps, il nous rappelle aujourd'hui qu'on a des Iraniennes qui risquent leur vie tous les jours au nom de leur liberté de conscience, parce qu'elles refusent un dogme religieux radical qui leur fait porter un vêtement sexiste. Et j'ai tenu à parler du principe d'égalité, parce qu'en fait, moi, je ne pense pas la liberté de conscience ex nihilo en dehors des autres libertés de notre pacte constitutionnel et de notre déclaration des droits de l'homme. Je pense toutes les libertés ensemble, elles sont toutes indivisibles, interdépendantes les unes des autres, et l'exercice des droits fondamentaux, c'est tout le temps une balance entre tous les droits. Alors, on peut postuler que la liberté de conscience, c'est le droit qui permet à tous les autres d'exister, et je serais surtout plutôt sur cette ligne. Et effectivement, on peut être menacé le jour où cette liberté de conscience est constamment subit constamment des coups de boutoir pour la faire s'amender en permanence pour tenir compte des desiderata des uns et des autres, qui sont souvent des desiderata religieux. Ça fait 20 ans je suis obligée de le dire, mais effectivement, on a vu dans les débats sur le mariage pour tous depuis 30 ans, à l'époque, c'était Christine Boutin qui tendait sa Bible pour empêcher de légiférer sur le Pacs. On avait la Bible qui était tendue à l'Assemblée nationale. C'est arrivé il y a 20-30 ans. On peut y revenir. On parle des États-Unis. Il y a des démocraties qui sont en train de vaciller. Je pense à Israël. Donc des démocraties qui avaient fait du principe d'égalité le pacte fondamental de leur déclaration d'indépendance. Je repense justement à Israël. Et en France, depuis 20 ans, depuis qu'on a la loi de 2004 sur l'interdiction du voile dans les écoles, des signes ostentatoires, mais des signes ostensibles dans les établissements scolaires. Ma langue a fourché, a dépassé le propos que j'allais donner, parce qu'effectivement, nous, on va être saisis constamment, et on est saisis constamment de personnes qui s'estiment, mais elles en souffrent. Elles vont nous dire discriminer pour leurs enfants dans l'accès à l'établissement public scolaire, parce qu'elles voudraient en fait, revenir sur cette loi. Et voilà, c'est et l'État français est taxé de discriminatoire et de raciste jusqu'aux plus hautes instances internationales. On a interdit la burqa en France, le niqab, dans une loi... dans les rues, en tout cas, dans l'espace public. Dans l'espace public, dans une loi de 2010-11. Cette loi a fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel qui validait sa légalité. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'effectivement, c'était une atteinte au principe à nos exigences minimales de vie en société, que le visage était une exigence minimale de vie en société, le fait de voir le visage d'une personne, de l'autre. Donc le rapport à autrui, l'altérité. Donc l'altérité a été consacrée et par notre Conseil constitutionnel et par la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien, je vais vous dire que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a considéré que la France avait exagéré, qu'elle avait limité excessivement le droit à la liberté de conscience de ces dames qui souhaitaient grillager leur visage. Donc, on a donc des conceptions qui ne sont pas universelle du rapport à la vie en société, à l'altérité. Donc quand vous dites on peut être en danger, moi je dis oui, parce que ces débats ils ne sont pas finis. Chaque jour, on a un nouveau débat, et c'est des débats sur lesquels on pensait avoir des acquis. On va constitutionnaliser l'IVG en France, et je pense qu'on a raison de le faire, parce que rien n'est acquis. C'est pour ça que nous sommes là. Tout à fait.
Bon, est-ce que vous voulez dire un dernier mot, monsieur Oubou? Peut-être pour conclure, et puis... Je pense, pour cette dernière question sur la burqa dans l'espace public, le législateur était très fin. L'argument, c'est la dissimulation du visage pour des raisons sécuritaires, pour ne pas être débuté par la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Il faut que l'argument soit rationnel, pas éthique, etc. Je pense que l'argument était plus sécuritaire que l'altérité. Voilà. Ça, c'est un supplémentaire, mais la raison, voilà, c'est très important parce que le droit français ne doit pas stigmatiser une population. Quand une loi, elle s'applique à tout le monde. C'est-à-dire, dans les manifestations, même un homme qui se dissimule, il risque de tomber sur le coup de la loi. La question de la nouvelle loi qui a été votée, qu'on qualifie la loi contre le séparatisme, ou plutôt pour renforcer les principes de la République, en réalité, ce qui va en souffrir le plus, ce sont les catholiques et les autres communautés. Parce qu'elle engage, au départ, c'est le fait musulman qui était à l'origine de la loi, mais une fois que la loi est votée, eh bien, elle concerne tout le monde. C'est ça un peu la spécificité du droit français, c'est qu'elle est faite pour tout le monde, pas uniquement pour ne pas stigmatiser une religion aux dépens des autres. Je pense que la question en général, la question de la conscience, de la liberté, c'est un sujet passionnant et qui ne va pas être épuisé de sitôt. C'est un combat mené tout le temps, tellement fragile. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience? Qu'est-ce que c'est qu'une liberté? Ce sont des choses en construction, c'est un combat qui ne doit pas s'arrêter. La question de l'égalité entre hommes, femmes, etc., sont des combats que nous devons tous mener parce que nous sommes concernés. Moi, je n'ai pas envie d'être gouverné par une religion. Parce que ce n'est pas la religion qui gouverne, ce sont les hommes au nom de la religion qui gouvernent. C'est ça le problème. En Iran, ce n'est pas l'islam qui gouverne. C'est les mollahs avec leur interprétation. La question des habits, c'est quand même... On est dans une religion où il n'y a pas de signe religieux. Nous sommes dans une théologie aniconique. Vous vous rendez compte? Le signe religieux en islam, c'est une blague. Au niveau théologique, le foulard islamique, les chaussures islamiques. En vérité, on n'est plus dans la religion. C'est pour cette raison que la liberté de conscience, elle dépasse la religion parce que le fait religieux n'est pas que religieux. N'est pas que religieux. Il y a le psychologique, il y a le culturel, etc., etc. Mais maintenant, il faut faire le discernement dans tout ça. Bon, je propose de conclure ce débat avec M. Sakoun qui voulait réagir. Je voulais, pour répondre à la dame et prendre justement l'illustration de la loi renforçant le respect des principes républicains. C'est une loi qui est tout à fait intéressante. Mais dans cette loi, il y a deux signes qui sont qui illustrent parfaitement votre inquiétude devant le recul du politique devant le religieux. Le premier signe, c'est que c'est sur la laïcité de l'école. La laïcité de l'école est réaffirmée d'une manière très forte et on fait la liste complète des raisons et de tous les signes religieux qui sont interdits à l'école et on contourne juste les accompagnants scolaires. Pourquoi ? Parce que quand même, bien que d'une manière totalement évidente, la sortie scolaire étant un élément scolaire, elle devrait être accompagnée par des gens qui respectent la neutralité de l'école, on ne veut pas faire de peine. Alors la maman voilée, avec tout ce que vous pouvez dire dans le mot maman, est autorisée. Et puis deuxièmement, beaucoup plus grave, mais totalement invisible. Dans cette loi, il y a un article qui autorise subrepticement l'exploitation directe des biens religieux par les associations cultuelles. C'est-à-dire que c'est une rupture totale par rapport à la loi de 1905. Alors à première vue, bon, c'est pas un problème. Aujourd'hui, ils les exploitent par l'intermédiaire d'autres associations où ils vendent les dons qui leur sont faits d'immeubles, etc., pour récupérer l'argent, mais ils ne peuvent pas exploiter directement. Alors quel est le problème ? C'est que moi, si j'étais promoteur immobilier, demain, je m'invente une religion et j'ai 66% de remise sur mes impôts. Parce que, cultuel, j'ai le droit d'exploiter mes immeubles. Et on va vous répondre, ah oui, mais on va contrôler. Ah oui, donc l'État va commencer à venir voir le dogme et à dire, cette religion-là, elle a un sens, cette religion, elle n'en a pas. C'est une rupture totale avec la loi de 1905. On s'est battu, grâce à nous,
la nuit où cet article a été voté, quand je dis nous, c'est vraiment nous, c'est nous qui avons fait ce travail, il y avait à 3 heures du matin 180 députés à l'Assemblée. Il n'y en a jamais eu autant. Et l'article est passé à 2 voix. Mais personne ne l'a vu. Et c'est une destruction de la loi de 1905 sur le fond. C'est-à-dire que l'État va être obligé d'aller mettre son nez dans le dogme pour dire, lui, on lui fait 66% de remise sur ses impôts parce que c'est une vraie religion, et lui, on ne lui fait pas parce que c'est une fausse religion. Voilà le danger que vous soulevez et qui est bien réel. C'est contre ça qu'il faut se battre au quotidien. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Il manquait à faire. On a déjà dépassé pas mal l'horaire. Voilà, je Vous pouvez sais pas parler s'il y a avec d'autres questions. nos intervenants dehors. Je crois qu'on peut les remercier et les applaudir. Vraiment, Merci beaucoup. Merci. Polythéa.